Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Merci à vous d'être présent, d'avoir pris un peu de votre temps et de votre soirée, début de soirée pour parler management de transition et pour parler management de transition avec comment dire, Florent, un des grands monsieur de cette activité en France, en Europe. Et allez, je ne dirais pas au-delà, mais c'est peut-être vrai et certainement d'ailleurs aussi. Vu la façon dont EIM est organisé, tu nous en diras peut-être deux mots. Bienvenue à tous, bienvenue à Florent. Ce que je vous propose, c'est de commencer par quelques slides. Vous savez que j'aime ça. Et donc, rien de tel que d'avoir une trame qui nous guide rapidement sur cette heure et demie, heure et quart que nous allons passer ensemble. Pardon, j'ai perdu le fil, le voilà. Vous avez à l'écran donc la page d'accueil du cercle. Je ne vais pas vous en dire deux mots. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous cette structure qui a été montée il y a 5 ans déjà. Donc une communauté, une des plus grandes d'Europe, avec 3000 managers de transition, une communauté active mais qui propose plein de services pour ses membres. Et parmi les services, eh bien, nous avons aujourd'hui, eh bien, la joie, le bonheur et l'avantage d'accueillir Florent. Bienvenue Florent. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation, François. Ben voilà, je vais te dire deux mots sur. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. Tu inaugures la série des webinaires qu'on va mettre en place au cours de ce dernier trimestre ou ces 4 derniers mois de l'année. Donc j'en suis ravi. Je regardais un peu l'historique des webinaires que nous avions organisés au Cercle et le premier que tu avais fait avec nous date de 2021. Donc ça commence à... La photo était un peu différente d'ailleurs, mais euh, la- voilà, ça fait un petit moment déjà. Bienvenue à Florent, donc, qui va nous parler de sujets qui le passionnent, non seulement le management de transition, mais euh, le, le- 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 le parcours des managers de transition, du départ, hein, du premier entretien avec Attends, 2 secondes, 2 secondes. avec un cabinet et jusqu'à la fin de la mission. Il nous en dira deux mots dans quelques instants. Enfin, deux mots et plus que deux mots d'ailleurs. Il va prendre la parole durant une trentaine de minutes. Et je vais vous mettre voilà, à l'écran l'agenda que je vous propose de respecter. Quelques mots d'introduction que je suis en train de faire. Euh, L'intervention de Florent qui sera suivie de 30 minutes de Ah. questions courtes Non, 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 et non, de non. réponses courtes. Si vous pouviez, s'il vous plaît, couper voilà, Oui, comment c'est dire, ce que j'étais en train de dire. Il faut que les micros qui parlent pas soient coupés, sinon il y a de l'écho. oui, s'il vous plaît, si vous pouvez couper vos micros, si vous parlez avec vos voisins. Non, 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 non. Voilà. Donc, question-réponse, bien sûr. Et puis, on terminera par, je vous présenterai les prochains événements du cercle, comme vous le voyez à l'écran. Et puis, une petite surprise que Florent a tenu à nous faire. Je l'en remercie déjà par avance. Petite surprise qui ne sera, comment dire, proposée qu'à ceux qui restent jusqu'à la fin du webinaire, évidemment. Allez, je vais, pour introduire cette séance, je vais vous demander de participer d'une certaine façon. Alors, je suis en train de trouver mon bouton qui n'est pas loin et qui est... zut, où est-il? Je veux comment dire, enclencher le petit sondage que j'avais prévu de vous faire, mais écoutez, il n'apparaît pas à l'écran. Peut-être faut-il que j'arrête le partage, c'est peut-être ça en fait, et que je retrouve mes boutons qui sont en effet sous ces... et ben voilà, il est là, le sondage. Voilà. On aimerait avec Florent savoir quel manager de transition vous êtes. Regardez, vous avez une seule question à laquelle répondre. Euh, je suis un manager de transition en devenir, débutant,
ou aguerris, expérimentés avec 3 missions et plus. Voilà, vous nous dites. Ça nous permet avec Florent euh, de savoir quel est le profil de l'assemblée que nous recevons et d'orienter nos propos en fonction, évidemment. Voilà, n'hésitez pas à, à voter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, on reste encore. Allez, on essaie d'arriver jusqu'au 100. Il y en a 93 là qui ont voté. Peut-être va-t-on y arriver. 94, non, on ne va pas attendre la centaine. On va mettre fin au sondage pour découvrir avec 95 personnes les résultats que voilà à l'écran. Nous avons donc une part non importante, enfin non négligeable de 30, avec 30% de personnes qui n'ont jamais fait de management de transition, Florent. 22% de débutants. Ce qui fait donc allez, 50, 52 là. Et puis une moitié, va-t-on dire, de managers de transition qui ont fait 3 missions et plus. Très bien. Bah, écoutez, euh, merci pour cette contribution. Ça nous permet de, de savoir quels profils sont les vôtres. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer directement la parole à Florent avec cette thématique que nous avons choisie ensemble et que nous avons travaillé il y a une semaine. Souviens-toi, Florent, le parcours du manager de transition, du premier rendez-vous en entretien jusqu'à la fin de sa mission. Quel est le parcours de ces personnes, de ces managers de transition que nous sommes et comment optimiser évidemment chacun de ces rendez-vous avec un cabinet de management de transition comme EIM par exemple. Allez, et on passera aux J'y vais. questions-réponses juste après. Je laisse la parole à Florent immédiatement. Écoute, merci Toi, Florent. François pour cette intro et je suis vraiment ravi d'être devant vous. Et merci pour le sondage parce que ça me permet d'expliquer pourquoi je connais plusieurs noms parmi vous et que je salue. Et par ailleurs, il y en a plein que je ne connais pas. Je vais reprendre tout à la base. Donc pour ceux qui connaissent très bien, bah, vous ne pourrez qu'écouter. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Le parcours du management de transition, moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans mon métier. Parce que moi, je trouve des clients, je mets en place des missions et je les suis. Mais la phase de parcours du management de transition, c'est un truc que j'adore faire enfin, voilà, c'est mon kiff dans ce travail-là, dans ce métier-là. C'est toute la phase, je vais vous en parler de façon chronologique, c'est-à-dire la phase avec ce mot que j'aime pas, de référencement, où vous faites connaître d'un cabinet de management de transition, à ce qui se passe dans notre vivier, parce que vous êtes nombreux à vous dire, tiens, ils sont sympas, EIM, ils ont 15 000 personnes ou 12 000, je suis un parmi tant d'autres, et comment je fais pour sortir de ce marasme, de ce maelstrom de personnes. Ensuite, comment ça se passe pendant un pitch autour d'une mission quand on vous appelle sur un lead? Et puis ensuite, comment ça se passe pendant la mission? Donc, c'est un peu basique, mais je vais essayer de vous en dire tout ce que je sais. Euh, Déjà, dans la première phase, quand il s'agit d'aller se faire référencer dans un cabinet de management de transition, il faut déjà cibler les bons en fonction du type de job que vous voulez, en fonction voilà, du niveau de job enfin du type de job, c'est-à-dire par fonction, par secteur éventuellement, ou du niveau de job. Et pour ça, vous avez plein de classements. Vous avez notamment le classement décideur qui est pas mal fait. Vous avez des informations sur France Transition, à laquelle EIM ne fait pas, enfin dont EIM ne fait pas partie, bien qu'on soit parmi les deux gros du secteur. Il y en a un qui en fait partie et pas l'autre. Mais voilà, vous avez plein de listes, vous connaissez ça. Et puis, une fois que vous avez choisi vos cabinets, vous envoyez votre CV. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, à la différence des chasseurs, dont le métier n'est pas de constituer un vivier, mais de chasser dans le vif, c'est-à-dire quand on leur demande quelque chose, ils vont chasser dans la nature et leur talent, c'est de tirer sur le bon oiseau. Et donc, leur métier n'est pas de se souvenir des gens, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce que c'est pas leur métier. Mais leur métier, c'est de chasser. Nous, notre métier, c'est de constituer un vivier. Et donc, notre métier, c'est
une fois qu'on vous a reçu, de vous capitaliser au bon endroit et de vous ranger au bon endroit dans le vivier pour être certain de vous retrouver s'il y a une mission qui, de près ou de loin, vous correspond et ensuite de vous interroger. Donc, on n'a pas du tout le même métier. Nous, on ne sait pas chasser, mais on sait se souvenir des gens et eux savent chasser, mais n'ont pas comme mission de se souvenir des gens. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand vous adressez un cabinet de management de transition, si la chose est bien faite, vous rendez service à ce management, à ce cabinet et on doit vous accueillir à bras ouverts parce que vous êtes notre richesse. C'est grâce à vous qu'on va gagner une mission parce qu'on vous aura dans notre vivier et qu'on vous sortira du chapeau au bon moment sur la bonne mission. C'est comme ça qu'on gagne cette mission. C'est pas uniquement parce qu'on est plus sympa. Et donc, vous devriez être bien accueillis. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas forcé de passer par des recommandations, etc. Théoriquement, vous envoyez un CV, si la vie est bien faite, le cabinet vous reçoit. En tout cas, chez EIM, on a décidé de faire quelque chose de très sympa, c'est qu'on a refusé tous les portails que vous voyez chez certains cabinets, où vous êtes obligé de recopier votre LinkedIn intégralement, etc., et puis vous avez l'impression d'être un numéro. Chez EIM, vous envoyez un mail, soit à un associé, soit à l'adresse générique sur le site, et vous êtes reçu par un associé. Pas par le talent, par un associé. Et ça, c'est une phase super importante. Chez EIM, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, enfin voilà, c'est cette relation qui va nous permettre de bien comprendre qui vous êtes, et bien au-delà de votre CV. Le CV, c'est un élément intéressant qui montre ce que vous avez été, mais souvent, ce n'est pas quelque chose qui vous montre ce que vous savez faire. Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce que vous savez super bien faire, ce que vous aimez faire, le genre d'approche que vous avez des problèmes. Et l'heure qu'on passe au téléphone, enfin, ou en Teams ou en physique, c'est autant pour parler de ce que vous avez fait que enfin, c'est plus presque pour parler de ce que savez faire et de ce que la façon dont vous abordez les sujets, la façon dont vous réagissez, etc. Et on va capturer énormément de choses pendant cet entretien, bien au-delà de fonctions, secteurs qui sont vraiment trop basiques et qui ne nous permettent pas de vous faire signe ensuite. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de proposition de valeur. Si je devais schématiser, l'idée c'est que vous avez l'habitude de parler de votre CV, alors pas tellement quand vous êtes en management de transition depuis longtemps, pour les 50% expérimentés, vous allez voir ce que je veux dire, mais pour les nouveaux, vous êtes habitué à parler de votre CV du début jusqu'à la fin, en chronologique. Ça doit se résumer. En tout cas, moi, quand je résume quelqu'un, je me dis, OK, il est bon là-dedans, il l'a fait là, là et là. Il est bon à ça, il l'a fait là et là. Donc, je prends à 90 degrés le CV et ce que je demande, c'est quoi votre talent, c'est quoi ce que vous aimez faire, c'est quoi ce à quoi vous êtes très bon, et notamment, qu'est-ce que vous avez fait plusieurs fois dans votre vie. J'ai retourné une entreprise 3 fois. J'ai fait une intégration post-acquisition 2 fois. J'ai mis en place un ERP 8 fois. J'ai fait de la transformation financière, machin. C'est une expertise que je recherche par la multiplication des expériences. Et puis par ailleurs, il y a on doit aller dans le détail de ce que vous savez bien faire. Par exemple, un DAF, ça ne me dit rien. Par contre, un DAF très technique, ou un DAF de M&A, ou un DAF plutôt de région, ou un DAF groupe, ou un DAF très trésorier, c'est pas les mêmes personnes, c'est souvent pas les mêmes façons de réfléchir, etc. Je vais arrêter là-dessus parce que je pourrais y passer 1 heure, mais tout ça pour dire que l'entretien, il sert à vraiment savoir qui vous êtes, vous, dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous savez bien faire. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de vous le faire formuler du mieux que je peux, parce que c'est la façon dont moi, je vais pouvoir parler de vous à mes collègues et parler de vous aux clients si un jour on en a besoin. Mais en tout cas, parler de vous à mes collègues, parce que à la fin d'un entretien avec moi, mais comme avec n'importe lequel des 12 associés du bureau de Paris de IM, notre objectif à la fin de l'entretien, c'est de vous décrire de façon suffisamment précise en 3, 4 lignes, en plus du CV, etc., pour que quelqu'un qui tombe sur votre fiche se dise: ah ouais, c'est pile la bonne personne, faut que je l'appelle. Et donc, on va dire, voilà, alors c'est un gros directeur financier pour une ETI ou très complexe, machin. Il sait bien faire ci, il a travaillé là-dessus, elle aime plutôt les situations complexes avec beaucoup de gens à manager parce qu'elle
Voilà, c'est ça qu'on va décrire. C'est une espèce de texte qui va essayer de synthétiser ce qu'on pense, enfin, ce qu'on a compris de vous. Et c'est vraiment à destination de l'ensemble des autres associés pour que, une fois qu'on vous a repéré via des tags sur le secteur, sur la situation, sur le type d'actionnariat, etc., des trucs objectifs, mais assez larges sur tout ce que vous nous aurez décrit, sur le type de sujet que vous connaissez bien. Ensuite, on va sur cette lecture. Donc, moi, quand je fais, je vais être plus précis. Quand j'ai un client qui m'appelle, je raccroche et avec mes petits doigts, je vais dans notre Salesforce parce qu'à un moment, vous êtes géré dans un outil et avec un process. Je vais sur Salesforce et puis je vais mettre mes curseurs là où je veux. Je tombe sur une liste de 15 personnes que j'aurais sélectionné notamment via ces commentaires-là. Et puis j'en appelle 15, il y en a 10 qui sont en poste ou en mission, puis il y en a 5 de dispo et j'en présente deux. J'anticipe un petit peu sur ce qui se passe quand vous êtes dans le vivier, mais c'est exactement ça. Une fois que vous êtes dans le vivier, vous avez été tagué sur plein d'items et on tague le plus large possible. On n'essaie surtout pas de vous réduire à votre secteur d'origine parce que sinon on a peu de chances de bosser ensemble. Donc on essaie de voir ce qui est transférable et on vous élargit dans la recherche. Et ensuite, une fois qu'on vous trouve, on regarde si ça colle exactement et on vous appelle. Pas besoin de savoir si vous êtes disponible ou pas au moment où on vous appelle. C'est la première question qu'on vous pose. Et même si on ne le sait pas, on vous appelle. Si vous êtes la bonne personne pour le job, bien sûr qu'on vous appelle encore une fois, vous êtes notre ressource, vous êtes notre richesse. On rêve que d'une chose, c'est que quelqu'un soit disponible. Mais ce n'est pas le cas. Donc, le stress, il est de notre côté, il n'est pas du vôtre. Enfin, je sais que vous êtes parfois dans l'attente de nouvelles missions, etc. Mais sachez que le stress, il est de notre côté. Quand un client m'appelle, je me dis, OK, c'est à moi de trouver, il faut vraiment que je trouve la meilleure personne. Donc, en résumé, une fois que vous avez passé l'étape de l'entretien, qui nous permet vraiment de prendre connaissance de qui vous êtes dans notre vivier, vous n'en sortez plus jusqu'à votre retraite. Et on peut vous appeler dans 2 jours comme dans 2 ans, j'en sais absolument rien. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas vous oublier. Et ça, c'est une des particularités de IEM, au-delà du fait que c'est un associé qui vous reçoit, et ça, c'est vraiment une particularité de IEM, parce qu'on n'a pas de service talent chez IEM, on a 2 personnes qui s'occupent de faire tourner la base, mais avant tout, c'est les associés qui bossent. Euh, voilà, une autre particularité, c'est que chez EIM, on est 12 au bureau de Paris, on est 180, enfin, pardon, on est 90 et, associés et 180 salariés dans le monde. Euh, En vérité, les 12 au bureau de Paris sont tous secteurs, toutes fonctions. Et on est unique comme ça. Ça veut dire que moi, je fais des missions de DAF, de DRH, de DSI, de DG, de directeur des opérations, de directeur de projet, ERP, de directeur de SNOP, etc. Euh, et ce, dans tous les secteurs. J'ai travaillé dans l'assurance, dans la pharma, dans la grande distrib, dans les services B2B, dans les services B2C. Enfin, voilà, et on se permet ça, nous 12, parce qu'on a tous été DG de boîte, on est tous plus ou moins passés dans le conseil en strat, et on a la grande prétention de penser qu'on peut traiter de tous ces sujets-là. En fait, c'est assez facile parce que les experts, c'est vous. Nous, on doit comprendre la problématique de la boîte et savoir avoir le vernis qui va bien sur les métiers de RH, de finance, etc., pour comprendre ce que nous dit le client. Mais les vrais experts, c'est vous. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que quand vous m'avez vu, moi, par exemple, en entretien, vous avez vu les 12 et vous, c'est pour de vrai. C'est-à-dire que c'est pas une façon de parler, c'est que tous les jours, moi, je sollicite des candidats qui sont dans notre vivier et que je n'ai pas vu encore, mais qui ont été vus par un de mes associés et qui aura raconté, ben tiens, telle personne, elle est comme ci, comme ça, elle a telle et telle expertise sur tel et tel sujet, et c'est ça que j'ai utilisé pour aller vite. Et ce qui nous permet d'aller vite avec des clients et de répondre en 2 jours, c'est parce que tout le boulot a été fait en amont. J'en profite pour faire une remarque que je n'ai pas faite au début, mais on adore les primo-accédants chez EIM. Ça fait des années, en fait, EIM a été créé il y a 37 ans, 15 ans avant Valtus, par exemple, qui est arrivé en 2002. Nous, c'était en 87. Je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est des associés qui étaient là avant moi. Mais on a toujours bossé avec des primo-accédants depuis toujours et on adore ça. Parce qu'un primo-accédant, certes, je sais qu'il y a des managers expérimentés qui vont pas prendre ça forcément bien, mais le primo-accédant est un peu stressé, il est super à l'écoute, c'est une éponge à conseil de la part du cabinet de management de transition et on bosse vachement bien ensemble.
Les managers de transition de métier, c'est encore plus un bonheur parce ils connaissent parfaitement les codes et le métier, et on travaille aussi super bien ensemble. Certains peuvent avoir un peu l'impression de savoir comment ça marche et d'être moins en collaboration avec le cabinet. Voilà, c'est là que ça se passe, mais en tout cas, Primo Accédant, vous êtes bienvenus. Et j'en profite pour vous dire, surtout ne dégradez pas votre taux journalier parce que vous êtes Primo Accédant, comme le veulent certains cabinets. C'est une erreur, votre valeur, elle n'est pas plus mauvaise quand vous êtes pris un mot accédant, quand vous avez 15 missions à votre actif. Vous êtes aussi bon et vous n'avez aucune raison de dégrader votre TJM pour passer la première mission. C'est une espèce de mythe urbain qui n'a aucune raison d'être. Si vous êtes bien accompagné, vous connaissez votre expertise, nous on connaît le mode mission et ensemble on fait des missions canon. Donc voilà, vous avez été sélectionné, c'est super, on va voir le client. La présentation devant le client, on la prépare ensemble. En général, c'est 5 minutes de brief par le client, alors qui souvent prend 20 minutes, mais c'est pas grave, on laisse le client parler. Et ce qu'on vous propose, c'est de parler de vous en 5 minutes, en disant en 2 minutes, voilà mon parcours, je suis ceci, cela, j'ai bossé dans telle grosse boîte, mais en général, le client a déjà lu ça. Et surtout de prendre 3 minutes pour parler des 3 expériences qui, dans votre parcours, font le plus écho à ce qui a été raconté. Et vous en parlez un petit peu de façon rapide, et si le client veut en parler un peu plus, il va vous demander de préciser. Ça laisse beaucoup de temps ensuite pour une vraie discussion avec le client sur la problématique et tout, qui est en fait une première discussion, une première réunion de travail. Ça doit être considéré comme une première réunion de travail. En général, ça dure 1 heure. Vous avez allez, en tout, véritablement, il y a 20 minutes qui se sont passées dans les présentations, parce que ça déborde toujours un peu. Et puis, il reste 40 minutes pour vraiment discuter de la problématique. Il ne faut pas le voir comme une suite de l'entretien, mais plutôt comme une première réunion de travail dans laquelle vous avez posé les questions les plus pertinentes, etc. Encore une fois, je suis certain que beaucoup d'entre vous savent très bien comment ça se passe, et je me permets de le préciser pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas. Ensuite, vous êtes retenu, c'est super, moi je suis ravi. Il faut savoir que le rôle de la société est important là-dedans parce que je sélectionne les personnes avec qui j'ai envie de bosser pendant 9 mois. Et pourquoi j'ai envie de bosser avec elles? C'est parce que je pense que ça se passera bien avec le client et qu'on va délivrer ce qu'on voudrait. Je force jamais le pied dans la chaussure parce que sinon je me retrouve avec des personnes qu'il faut tenir à bout de bras parce qu'il manque une dimension, etc. pendant toute la mission. Et ça, c'est un cauchemar. Donc, je dis autant aux clients qu'à vous, le fit avec la société du cabinet, c'est pas une question de préférence humaine, c'est un sentiment que, en tant que moi, en tant qu'ancien dirigeant, etc., je me sens à l'aise de bosser avec cette personne-là pendant les 9 mois. Donc il y a quand même un peu d'arbitraire. Et c'est pas parce qu'on est copains, mais c'est juste parce que on se sent à l'aise avec ce qui va être délivré. La mission se passe, il y a les 3 premières semaines où on fait vraiment un état des lieux, une première feuille de route. Il faut se rappeler que dans le management de transition, le client vous choisit pour votre expertise. Vous êtes un expert de ce qu'il y a à faire. Si c'est une intégration post-acquisition, c'est parce que vous en avez déjà fait 3 dans votre vie. Et donc, vous devez avoir tous les réflexes. Et donc, le client, c'est pour ça que vous allez vite en fait. C'est pas parce que vous faites du quick and dirty, c'est parce que vous connaissez là où c'est important d'être bon, vous savez où ça peut foirer, et donc vous êtes sur la balle et en 3 semaines vous aurez tout vu. Enfin, vous aurez vu les 2, 3 gros trucs. Et donc en 3 semaines, vous êtes à même de revenir vers le client en disant attends, là-dessus, là on est vraiment bien, là-dessus on est vraiment mal, il faudrait ceci, il faudrait cela. Et le client vous écoute parce que vous êtes un expert du truc. En général, lui, il l'a jamais fait. Et donc, il s'en remet à vous. Donc, vous avez à la fois le pouvoir et le devoir de vous exprimer, de donner votre avis en tant qu'expert, dans le respect de ce que vous pouvez dire au client. Mais c'est vraiment important. Le client vous considère comme un expert et vous achetez du management de transition pour cela. Euh, Au bout d'un mois, le truc est vraiment lancé. Il y a une feuille de route qui a été partagée avec tous les participants, etc., avec toutes les parties prenantes, pardon, de la boîte. Et vous êtes sur votre lancée et vous menez la mission. Moi, je suis en contact avec vous très régulièrement. Quand je vois que ça se passe nickel, bon, on se parle 1 fois tous les 15 jours. Quand il y a plus besoin d'accompagnement, je suis là toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. C'est vraiment à la demande. Mon seul objectif, c'est que vous ayez une belle mission et que le client ait une belle mission et que cette mayonnaise prenne bien.
Je parle souvent avec le client, comment ça se passe, etc. Si le client me dit ça se passe nickel, je n'ai pas besoin d'emmerder le manager. Si je commence à sentir que ça grince un petit peu, je, je, je fais l'intermédiaire et on rétablit le tir aussitôt, ça se passe bien comme ça. Donc je suis pas comme certains cabinets dans des templates de 8 pages avec des cases à répondre toutes les semaines, parce que je pense que c'est pas nécessaire. Vous connaissez votre métier. En revanche, moi j'ai un truc sur lequel je suis un ayatollah, c'est le rapport hebdo. Et le rapport hebdo, ça consiste à juste un mail au client, donc à votre interlocuteur et client. Voilà ce que j'ai fait cette semaine, voilà ce que je fais la semaine prochaine. Juste temps complet, 10 minutes, max, et informel, c'est-à-dire sous forme, enfin c'est juste un mail avec 3 bullet, enfin 6 bullet points. Et ça, c'est un exercice qui est particulièrement utile parce que ça vous force à vous demander ce que vous avez fait et ce que vous allez faire, petite synthèse qui n'est pas jamais neutre. Ça donne au client une forme de traçabilité, il voit où vous en êtes, et ça évite l'effet tunnel qui est j'aime bien votre gars, il est vachement sympa, ça fait un mois qu'il est là, mais il fait quoi au fait? Et vous seriez surpris à quel point le client, quand il n'a pas de visibilité, il est perdu. Et puis, dernier point, ça vous met dans cette posture de service qui est celle du manager de transition. Le manager de transition a beau être un manager de l'entreprise, ça reste un prestataire de service. Et donc, on doit se mettre dans cette posture de service qui est, vous me payez tous les jours, moi je vous dois un retour sur ce que vous achetez, et c'est normal. Et donc, c'est important, ça, ce rapport hebdo, il vous force à vous rappeler que vous êtes en position de service vis-à-vis du client, que vous n'avez d'autres enjeux que de le satisfaire, de mener la mission, mais de le satisfaire. Voilà ce que j'aurais envie de dire en synthèse. Naturellement, en fin de mission, il y a du handover vers un remplaçant ou du handover vers des équipes. Il y a parfois une phase un petit peu de formalisation de certains process si vous en avez mis en place, etc. Et parfois, ça se finit juste par un entretien pour se dire qu'on s'est bien aimé avec le client et que la mission a été menée superbement de bout en bout. Voilà, ça varie. Là encore, je ne suis pas formaliste au sens où on n'a pas des templates de fou qu'on impose au manager. En revanche, on fait systématiquement, on se débrouille pour qu'il y ait une espèce de fin de mission qui soit actée, qui soit comprise et sur laquelle il y ait un peu de feedback. Et souvent, on vous demande un petit rapport de mission. Le seul truc, je dirais, un peu formel de notre process. Mais c'est pas parce qu'on est informel qu'on n'est pas super rigoureux sur ces étapes-là. Je m'arrête là pour ma partie d'explication du début à la fin de la mission. Et je suis vraiment ouvert à toutes vos questions. Et en tout cas, sachez que j'adore ce métier, que vous êtes tous bienvenus dans ce métier. Vous avez tous un talent. Et que pour ceux qui ne nous connaissent pas chez EIM, vous êtes tous bienvenus. Donc postulez, vous serez mieux dedans que pas dedans. Voilà. Merci Florent, merci pour c'était avoir brossé en 30 minutes cette relation qu'a le manager de transition, qu'il soit débutant ou aguerri d'ailleurs avec un cabinet, du premier entretien, comme tu disais, jusqu'à la fin de sa mission. Euh, il il y a peu de questions dans le chat, n'hésitez pas à le mettre, mais euh, par Une exemple, question, qui peut-on solliciter chez EIM pour être connu, référencé? Vous avez deux choix. Le plus classique, c'est info.fr@eim.com. Vous envoyez votre CV, vous serez reçu. ok. Les seuls qui sont pas reçus, c'est les personnes qui ont absolument rien à faire dans le business. Un jardinier, un machin, enfin, mais toute autre personne qui pourrait avoir quelque chose à faire avec nos clients, enfin, qui pourrait être dans la cible de nos clients, quel que soit le niveau, est naturellement bienvenue et reçue dès lors qu'on peut, et que ça peut représenter une opportunité. N'hésitez pas à mettre des questions. Quelles sont les durées moyennes d'une mission? Durée moyenne, la mathématique du secteur, c'est 7 à 8 mois. Et ça va de 4 mois à 36 mois. J'ai une mission actuellement de 36 mois. Euh, et la durée de la mission peut varier pour plusieurs raisons. Soit c'est du fait du client qui en reprendrait bien un petit peu. Donc, il fait un premier bout de mission de 4 mois. Il s'assure que, notamment si c'est un client qui vient d'arriver enfin, si c'est la première mission que mène un client, 4 mois parce qu'il ne sait pas exactement s'il est trop engagé, puis il en rajoute 3 ou 6, etc. Et ça continue. Et puis,
soit il n'a pas trouvé le remplaçant dans le cas où c'est enfin, une attente de recrutement, soit le projet n'est pas fini, soit voilà, bon, il y a plein de raisons. Certaines missions se terminent par une proposition de CDI. Et c'est une voie assez naturelle pour certains qui se disent, tiens, le management de transition est juste une option parmi tant d'autres. Et je ne sais pas si j'ai été très précis au début, mais le management de transition n'est pas un métier. C'est une option parmi tant d'autres qui se présente à des personnes qui ont un talent qui sont disponibles. Vous pouvez chercher des missions de conseil, des CDI, des missions de management de transition. Vous verrez bien ce qui tombe en premier. Et certains en ont fait leur métier parce qu'ils réalisent que leur compétence est particulièrement demandée, bancable, etc. Et qu'ils font une, deux, trois, quatre missions et puis qu'ils se disent je vais y rester, j'y suis bien. Et c'est super. Mais il y en a beaucoup aussi qui se disent bah, si on me propose un job derrière, why not? Il ne faut pas se mettre dans ce mindset-là dès le début, mais ça fait partie des opportunités et on ne le néglige pas. Dans ce cas-là, la mission peut durer 6 mois plus un recrutement, etc. Il y a Excusez-moi, je n'ai pas vu les questions passer Xavier entre-temps. Muller qui pose une question intéressante. Comment reçois-tu les profils multispécialistes très expérimentés, alors qu'on peut penser que tu préférerais les profils très spécialisés? Alors, non, alors pour être très clair, je n'ai pas parlé de spécialisation au sens sectoriel ou bon, déjà, vous avez une fonction dans l'entreprise, on a tous globalement plutôt autour de la cinquantaine, enfin, quarantaine, soixantaine quand on se présente dans le management de transition. Donc, son tronc principal de fonction, il est connu. Alors, on est plutôt dans la finance, plutôt dans les ventes, plutôt dans la direction générale ou plutôt dans l'IT. Donc, ça ne va pas changer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, oui, c'est à propos de spécialisation. Euh, la spécialisation, c'est une espèce d'expertise sur des choses qu'on sait faire. Mais j'ai pas forcément besoin d'un expert d'un secteur. Parfois, c'est important pour la mission, mais dans plein de cas, le secteur n'est pas important. Notamment RH, finance, etc. Ça va être des découpages qui seront multisectoriels. Par exemple, qu'il y a un DAF pour une industrie qui est très asset intensive. Ouais, c'est important de ne pas prendre un DAF du PGC ou un DAF des services. OK. Et that's it, quoi. C'est des grands découpages. Euh, En fait, la spécialité de quelqu'un, elle vient déjà de son goût, Oui. de ce qu'il a fait plusieurs fois, et euh, euh, c'est même sa personnalité qu'on va prendre avant tout. Là, en ce moment, j'ai une mission, je cherche vraiment une perso avant tout. Euh, et donc, je ne sais plus quelle était la question, mais il y a pas vraiment, enfin, le terme de spécialité, Oui. vous n'allez pas être mis, vous allez pas être mis sur plein de spécialités Oui. quand vous êtes passé, Oui. quand on finit en entretien. Oui. Oui. Votre profil sera assez clair et assez simple sur quelques spécialités. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Euh, Je pense, avant d'aller sur des questions qui concernent le marché et ce que tu penses de l'état du marché actuel, on peut continuer sur ce sujet du parcours du manager de transition. Et, par exemple, Valérie Seguin demande à quelle périodicité doit-on vous rappeler? Avez-vous des... Voilà. merci pour la question parce que on ne fonctionne pas sur notre mémoire. On a tous 50 ans, mémoire défaillante. Enfin, je parle des associés IEM, probablement dans d'autres cabinets. Donc, on fonctionne sur notre process et sur notre outil. Donc, une fois que vous avez eu ce premier entretien, vous rentrez dans la base euh, Salesforce pour nous et on vous range aux bons endroits et on ne vous oubliera plus jusqu'à votre retraite. Et c'est pas une façon de parler. C'est que notre métier, c'est de nous souvenir de vous, notre métier, c'est de vous capitaliser. Et si on ne sait pas si vous êtes dispo, on vous appellera. Donc, ce n'est pas la peine de nous relancer. Vous pouvez le faire, vous êtes toujours bienvenu, vous serez toujours bien accueilli, mais ce n'est pas nécessaire de nous relancer parce que, encore une fois, c'est nous qui sommes stressés de ne pas vous trouver. Et c'est nous qui. Donc, vous inquiétez pas qu'on gratte jusqu'au fond du vivier quand on ne trouve pas, hein. Et parfois, on va solliciter des personnes qu'on n'a pas vues depuis 6 7 ans parce que c'est Hmm. the expert sur le sujet Ouais. et on va lui demander en priant qu'il soit dispo, quoi. Donc,
n'ayez crainte, vous n'avez pas besoin de nous relancer, vous êtes dans notre vivier, vous n'en sortez plus. En revanche, si vous Ouais, n'êtes pas dans notre vivier, on ne sait pas vous solliciter. ouais. Il y a pas mal de questions sur le fait de savoir si tu es présent, si EIM est présent dans tel ou tel secteur d'activité. Ça, je pense que vous êtes présent dans Alors, tous les secteurs euh, d'activité. ouais, EIM, enfin, en deux mots, on est le leader mondial de loin. On est plus gros que les Valtus, qui sont principalement français avec quelques attaches étrangères. On est présent dans tous les secteurs. On est présent dans 25 pays, 32 bureaux. Donc, on intervient sur des grosses transformations mondiales, enfin, sur des groupes mondiaux comme des grosses intégrations ou des gros turnarounds mondiaux, etc. On intervient sur plusieurs continents. Et donc, euh, je ne sais même plus quelle était la question. Non, sur le secteur Mais d'activité, est-ce que on vous intervient couvrez dans tous les tous les secteurs, on secteurs intervient dans tous les secteurs. C'est juste en termes de niveau de job, on est codir, codir moins un d'activité? Oui, et directeur de projet, globalement. On a des directeurs d'usine, on a oui. des directeurs de la production, on a des patrons de programme ERP, etc. Et puis certains experts très précis sur les centres de services partagés, pour faire un cash pooling, des trucs comme ça, des expertises assez pointues. Mais globalement, on est codir et codir moins un Oui. et patron de transfo. OK. Je ne sais pas, en fait, un contrôleur de gestion, je ne sais, on n'en a pas, parce que je ne sais pas dire ce que c'est qu'un bon contrôleur de gestion ou un mauvais. En revanche, dès qu'il commence à y avoir du management, une certaine ancienneté, et bah, je commence à savoir dire si la personne pourra coller avec le job, etc. Donc, dans management de transition, il y a management, et donc ça implique un certain niveau de management. C'est soit du management de projet, soit du management d'équipe. Mais voilà. Donc, tout OK. secteur est plutôt du DG jusqu'au codir -1, codir -2 max. Une question également qui concerne le parcours du manager de transition, comme tu l'as décrit. Une question intéressante de Florence Philippe qui dit, enfin, partagez-vous les profils déjà sélectionnés par Colibri, qui est cette entreprise que IM a racheté de mémoire, hein. Ouais, alors pour la petite histoire, EIM donc a eu on a un investisseur qui est à nos côtés, enfin un fonds qui est rentré dans le capital d'EIM. Et depuis cette entrée, on fait beaucoup de buy and build. Donc on a racheté des boîtes, une boîte en Allemagne pour renforcer encore Mm, le bureau allemand, une boîte en Suisse, une boîte en Autriche et une boîte en France, qui est Colibi, qui est experte dans tous les chefs de projet IT. En gros, tous les projets IT, mm, c'est une boîte fabuleuse et qui existe depuis 15 ans. mm. Et donc, on travaille beaucoup avec Colibri. Dès qu'on a des sujets, notamment sur les sujets IT, on bosse avec Colibri. Donc, on n'a pas forcément tous les managers dans notre vivier, mais ils sont dans le vivier Colibri que l'on sollicite sur tous les sujets IT. Donc, OK, donc si vous êtes chez Colibri, vous êtes de facto sollicitable par eux. super. C'était la question absolument. Euh, Je me laisse dire les questions. L'adresse mail pour envoyer le CV, tu peux la rappeler s'il te plaît? Oui, C'était. c'est info.fr@eim.com. Sinon, vous pouvez aller sur le site EIM. Il Oui, y a un endroit pour laisser votre CV. Et encore une fois, on ne vous demande pas de rentrer sur un portail, toutes vos informations avec des menus déroulants, oui, comme certains cabinets. Et nous, on considère que c'est péché de faire ça. ouais, Euh, que c'est tout sauf ce qu'on pense être le management de transition. Donc, on ne fera jamais ça. On ne va pas faire de portail pour vous faire rentrer. OK. Marc-Antoine Roblette se pose la question de savoir si en ce moment, dans la situation économique actuelle, il y a des expertises particulièrement recherchées dans le domaine financier. Euh, il y a quand même beaucoup de retournements, Oui, beaucoup de situations de retournement. En ce moment, c'est donc deux boîtes qui sont en difficulté et souvent l'actionnaire ne sait pas exactement analyser ça. Donc, soit il prend un DG pour regarder, soit il prend parfois des DAF pour aller mettre le nez dans tous les placards et voir quels sont les cadavres qu'il faut déterrer. Enfin, donc, oui, beaucoup de retournements, donc finance, DG, parfois opération, mais voilà. Et en profil finance, il y a
Ouais, enfin, il y a eu beaucoup de transformations financières, c'est-à-dire Oui. de l'O2C, du P2P, Virtual, etc. Il y a 3-4 ans, il y en a moins maintenant. Il y a eu beaucoup de migrations au ERP avec SAP HANA, etc., enfin, pourquoi je vous parle de ces sujets-là? C'est que on va chercher un DAF, mais un DAF, enfin, même des entreprises nous disent, voilà, je cherche mon DAF. By the way, en ce moment, on est en train de faire la migration. Donc, on va chercher des DAF qui connaissent ça. Quand je parle de, c'est pas le DAF qui va, dans la mission, va être de mener le projet, mais on cherche des DAF qui savent faire ça, par exemple. On cherche un RH qui va savoir mener certaines choses Mm. au moment où l'entreprise nous sollicite. Euh, il y a toujours une notion d'actualité derrière la notion de profil. OK. Euh, comment dire, Rabat Fernandez, qui est encore en CDI et qui aimerait démarrer en management de transition, te demande à quel moment il faut te contacter. Elle est encore en CDI. Alors, le CDI n'est pas compatible en termes de timing. C'est-à-dire que voilà, vous avez 3 mois de préavis, etc. Donc, ça ne peut pas coller avec une mission de management de transition qui, en général, est pour un démarrage dans une semaine. Donc, en revanche, dès que vous avez quitté le job ou dès que vous savez de façon certaine votre date de sortie, là, vous pouvez commencer à vous faire référencer dans les cabinets de management de transition. Juste un truc, alors, si les gens qui me disent, moi, je suis en CDI, j'hésite à faire du management de transition, quitter mon job, en fait, ça marche pas dans la vraie vie. Il y a personne qui a jamais quitté son job pour aller faire du management de Oui, transition. Ensuite, voilà. Donc, attendez, enfin, dès que vous avez une date de disponibilité ou dès que vous êtes disponible, vous êtes bienvenu. Sur OK. la taille des entreprises, on est plutôt dans les ETI. Les grands groupes sont assez mauvais pour avoir recours à des expertises extérieures, sauf sur certains sujets, style compliance, style juridique, parfois ESG ou des choses comme ça. Mais un directeur financier dans un grand groupe, il y en a toujours 15. Enfin, il y a toujours des plans de succession qui sont déjà organisés. Donc, c'est assez rare quand les grands groupes font appel sur leur core business à du management de transition. D'accord, d'accord. On peut travailler pour des grands groupes. Moi, je travaille pour des grands groupes, mais pour leurs filiales ou pour Mm, mm, la partie IT, ou, etc. Mais c'est vraiment oui. à la marge du core business, quoi. Comment tu réagis quand le service achat d'une grande entreprise sélectionne 3, 4, 5 cabinets de management de transition quelquefois et lance une consultation générique auprès de 4, 5 acteurs? Un appel d'offres, Oui. Pas un appel nous, d'offres. Non, voilà, besoin d'un profil. L'entreprise questionne donc 4-5 cabinets. il y a 4-5 cabinets. Moi, déjà, si c'est les achats, j'y vais pas. C'est pas parce que j'ai peur des achats. Notre métier, c'est de répondre à des dirigeants pendant 2 jours. Donc moi, j'ai besoin de parler au DAF, au DG, ou qui a son problème, et c'est une relation, voilà, on n'est pas de la commodité. Donc on n'y va pas. Et d'ailleurs, sur les appels d'offres, il y a quelques cabinets sur le marché qui ont chopé les appels d'offres en mettant des niveaux de marge ridicules. Super qu'ils le fassent. Ça fait du gros chiffre d'affaires, ça fait pas de rentabilité. Et c'est des types de jobs qui sont souvent assez inférieurs au vivier qu'on a. Et j'ai aucune condescendance en disant inférieur et ça. C'est juste que notre vivier ne correspond pas, donc on ne saurait pas répondre. Ok. Très bien. Oui, Peut-être. oui, il y avait quelqu'un qui demandait, et les PME? Bah, les PME, en fait, quand c'est des filiales de groupes ou quand c'est des participations de fonds de private equity, ça va très bien. Ils ont les ressorts pour faire ça. Quand c'est une PME familiale, possédée par quelqu'un, etc., c'est assez difficile d'y rentrer, assez pénible de travailler avec eux parce que tout sort de leur poche directement, donc ils sont assez proches de leurs sous. Or, pour avoir une mission de management de transition qui tienne la route, pour avoir un tout petit peu les reins, enfin, c'est pas les reins solides, mais avoir une certaine habitude d'investir dans des moyens. Ok. J'ai travaillé avec une PME clermontoise, c'était super sympa, etc. Mais c'était voilà, à la fois une logique de fonctionnement très patriarcale. Et donc le manager dans transition, quand il arrivait en disant bah, on pourrait faire ça un peu différemment, ça se heurtait à des réticences fortes. Et puis en plus, en termes d'argent, c'est toujours compliqué. Voilà.
Mais par ailleurs, on a certaines PME qu'on peut certainement aider, mais il faut Hmm. vraiment bien les choisir. Et je suis pas anti-PME du tout, mais c'est ça le contexte. Et TJM, je vois marqué TJM. Question sur le TJM, c'est peut-être une question pour vous. Euh, c'est important. Le TJM, en fait, il se calcule en fonction de son brut annuel. Ça doit directement être une dérivée du brut annuel. Et je peux vous faire le calcul si vous avez envie, si vous avez un bout de papier en 2 secondes. Je vais vous prendre un exemple, et puis c'est une fonction linéaire que vous pourrez appliquer à ce que vous voulez. Si vous voulez gagner, par exemple, 100 000 euros bruts par an, il faut que vous facturiez 150 parce qu'il y aura 50 de charges patronales. Et pour facturer les 150 000 euros, vous avez 225 jours travaillés. Donc vous faites 150 000 divisé par 225 et vous allez tomber sur 650 euros par jour à peu près pour gagner 100 000 euros. Si vous voulez gagner 120 000 euros, ben, c'est plutôt 1000, ça c'est plutôt 800. Si vous voulez gagner 200 000 euros, c'est plutôt 1350. Ça, c'est la correspondance mathématique entre un TJM et et un brut annuel. Et le reste, c'est du pricing. Comme tout le monde suit à peu près cette courbe, si vous commencez, alors que vous gagnez 100 000 euros, à vous mettre à 1000 euros par jour, c'est que vous vous mettez en fait en compétition avec des gens qui sont à 150 000. Voilà. Donc ensuite, là, vous êtes un petit peu moins bien placé selon votre parcours, etc. Donc, dans le monde du management de transition, là, le calcul est un petit peu celui-là. Ok. Florence Deschelette pose la question de savoir s'il est nécessaire, voire utile, de suivre une formation au management de transition, style France Transition. Alors, ça peut être un très bon appui, et puis c'est une très bonne. Enfin, les contenus sont très intéressants, et puis c'est une façon de se faire du réseau. Oui, Donc moi, j'apprécie beaucoup ça. Ce n'est pas du tout indispensable pour faire une première mission. oui, Vous y arrivez très bien, enfin tous nos primo-accédants arrivent très bien à faire des missions avec l'accompagnement du cabinet de management de transition. Ensuite, c'est comme tout, si ensuite, après cette première mission, vous voulez faire de l'IFMT ou d'autres formations, c'est une bonne idée, mais c'est pas indispensable pour faire du management de transition. oui. J'en profite pour préciser que le Cercle propose une formation et un accompagnement pour les cadres dirigeants qui arrivent sur cette activité. C'est très complémentaire à ce que fait France Transition. C'est du one-to-one pour nous et c'est du très pratico-pratique. Donc, on a quelques intervenants comme comme François Lefebvre qui participent et voilà. Peut-être des questions maintenant sur le marché. Florent, que penses-tu de l'état du marché actuel? Quid de ces changements de gouvernement? Bref, où Ça, va-t-on? je pense pas que ça affecte le marché. En tout cas, le marché, enfin, le marché du management de transition, il y a 50% d'émissions qui sont en direct par les managers auprès de leur réseau. Ça, à peu près 50%, enfin, je prends les chiffres France Transition, je ne crois pas me tromper, à peu près 50% qui est fait via les cabinets. Euh, les 2, 3, 4 gros acteurs allez, il doit y avoir 4, 5 gros acteurs qui doivent couvrir à peu près 40 à 50% du marché, de ce marché intermédiaire. Donc c'est du Valtus, EIM, XPM, Delville. À peu près, c'est ça. Les deux gros, c'est EIM, Valtus. Puis ensuite, ouais, il y a Delville, XPM. euh, et puis les autres, je ne sais pas. Enfin, il y en a plusieurs qui suivent. Ces 4-5-là couvrent le marché. Maintenant, sur l'état du marché, c'est un peu une discussion de comptoir parce que il n'y a pas vraiment de chiffres là-dessus. Ce qu'on sent, c'est que 2024 a été très dur. Le début 2025 était bien, puis ça s'est rééteint un petit peu au printemps. Et là, on est une très bonne rentrée. Septembre est plutôt très actif. Ok. Voilà ce que je dirais. Mais discussion de comptoir parce que je n'ai pas plus de chiffres que ça. Et c'est nous, notre ressenti chez EIM. Mm. Et voilà. On n'est plus dans les années 2022 où c'était mais open bar, 25% de croissance et on ne savait plus quoi faire, quoi. À tel point d'ailleurs qu'il n'y avait plus aucun manager sur le marché et que c'était notre principale problématique. Mhm. Deux questions qui sont complémentaires, là, de Issa Maglan et Reynald Plomion. Reynald qui te demande, avez-vous des relations avec des fonds? Et Issam, est-ce que vous avez parmi vos clients des startups scale-up sur des problématiques de retournement, d'hypercroissance, etc. Fonds Oui, d'investissement et scale-up. alors, scale-up, oui, c'est clairement une des problématiques de pas mal de boîtes. Et on a des missions de scale-up.
J'en ai eu deux cette année, vraiment pour structurer des boîtes en forte croissance, donc oui. Et les fonds, c'est à peu près 50% des... Non, ça doit être... On avait fait la statistique, mais c'était, elle date de 2 ans. Je dirais que c'est 40% de nos missions sont auprès de participation de fonds ou directement via des fonds. Enfin, je veux dire, soit c'est les participations qui nous appellent parce qu'elles sont mises sous pression et qu'elles cherchent à se retourner ou à améliorer voilà, leurs résultats, etc. Oui, Donc, c'est elles qui prennent contact avec nous, soit c'est les fonds qui nous recommandent. oui. Euh, Voilà à peu près la répartition. ok. Michel Balland te demande, est-ce que tu ressens aujourd'hui, plus qu'il y a quelques années, la priorisation par les clients de managers qui sont proches du lieu de la mission afin de minimiser les frais de déplacement? Et ça rejoint une autre question d'une personne qui disait, est-ce que habiter en province est un handicap? Alors, pour les entreprises parisiennes, elles ne conçoivent pas ou très difficilement de payer des frais de logement pour des provinciaux, parce qu'elles pensent qu'elles auront suffisamment de monde à Paris. En revanche, dès qu'il y a une entreprise en province, elle sait qu'elle a besoin de faire venir quelqu'un, donc ce n'est plus du tout un problème, enfin, c'est moins un problème de payer quelque chose. Hmm. Naturellement, si c'est quelqu'un qui vient de juste à côté et qui n'a pas de frais de logement, etc., effectivement, ben, c'est autant d'argent qui peut soit aller dans la poche du manager, soit ne pas sortir de la poche du client, donc c'est mieux. Mais ça n'est un problème qu'à Paris. C'est-à-dire que en fait, les provinciaux qui veulent avoir des missions à Paris, s'ils n'ont pas un pied à terre, ça représente un tel surcoût quotidien que ça vient dans l'équation économique et dans la compétitivité du manager. Ok. Les Euh, missions internationales, qu'en est-il des missions internationales? Bah, en fait, on propose des missions à l'étranger à des personnes qui ont vécu à l'étranger. Donc, si vous avez vécu en Indonésie, on a des missions en Indonésie, c'est vous qu'on va voir en premier. C'est pas juste la capacité à se mouvoir à l'international. On vous prendra en Allemagne parce que vous avez bossé en Allemagne, que vous savez comment fonctionnent les entreprises allemandes, quels sont les codes, comment fonctionne un syndicat en Allemagne, etc. Au-delà de la langue. Et donc, votre compétence sur un pays, elle est liée au fait que vous y avez habité. Même quelqu'un qui a piloté dans ma vie antérieure, j'ai piloté l'Europe centrale pour Renault pendant 2 ans de ma vie. Je suis pas, je considère pas que je connaisse l'Europe centrale, j'ai pas habité. Par contre, si vous avez passé 4 ans en Allemagne et bossé avec des Allemands, que vous connaissez ce que c'est qu'à Ferdinand etc., bah, ouais, là, ça vaut quelque chose. Enfin, je pense que c'était ça la question. Nous on a par ailleurs des viviers dans tous les pays, donc on staffe avec les pays des différents viviers. oui. Olivier Favreau qui te demande s'il y a des conditions d'exclusivité consécutives à l'exécution d'une mission. Oui, quand on vous a mis en relation avec un client, par définition, c'est nous qui l'avons fait. Donc, vous êtes en exclusivité s'il vous fait signe, soit à côté de la mission, soit après la mission. Et on doit, bien sûr, on est prévenu et il y a des conditions contractuelles qui sont prévues. Donc, pour ce client-là, on doit pouvoir tracer la mise en relation. Ok. Très bien, mais écoute, je pense qu'on a fait un bon tour euh, Combien avez-vous de missions ouvertes? En ce moment, on doit avoir une quarantaine de missions sur lesquelles on cherche. Et de là, il en sortira 15, 20 missions peut-être dans le mois à venir. En gros. hmm, C'est une sur deux, une sur trois. Les clients nous appellent et puis parfois ils nous disent, ah bah finalement j'ai plus besoin de personne, ou j'ai trouvé un candidat en interne, ou machin. Voilà, donc il y a un taux de chute forcé qu'on essaie de limiter, mais qui impacte tout le monde. ok. C'est d'ailleurs très différent des chasseurs de tête. Les chasseurs de tête, on les paye un tiers au démarrage de la mission, deux tiers, etc. Dans le management de transition, nous, on est payé zéro. C'est-à-dire qu'on est au succès fee uniquement. Donc, quand on joue le coup de vous présenter
chez un client, on a très envie de le faire et on a envie de le faire avec vous. Parfois ça achoppe, et pas uniquement sur la compétition. Ben, on est tous déçus autant que vous, quoi. Enfin, voilà, on a une communauté d'intérêt au moment où on représente qui est réelle. Y a-t-il des secteurs d'activité dans lesquels EIM n'est pas présent ou moins présent? La banque, mais en fait, le management de transition est moins présent dans la banque, Oui. dans le secteur public. L'assurance, ça marche bien, mais la banque, ça marche moins bien. Le secteur public, dans les très grands groupes, Renault, PSA, machin, sont pas des clients du management de transition, etc. Donc, on est moins présent là-dedans. Voilà. Mais sinon, on est présent dans tous les secteurs. Combien de managers de transition avez-vous dans votre vivier? Point important. On a en France, le dernier compte, 12 000 personnes. 12 000 personnes, c'est 12 000 personnes qu'on a acquises dans les 30 dernières années. Dans les 37 dernières années même, puisque ça fait 37 ans qu'on existe. Donc il y a plein de personnes qui sont parties à la retraite depuis. Il y en a à peu près, il y a à peu près 1200 personnes qui rentrent chaque année, 1200 personnes qui sortent, c'est à peu près le même chiffre. Donc on a 12 000 personnes. Mais c'est pas, mais au moment où moi je cherche sur une mission, j'en sélectionne 15. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en compétition techniquement avec les 12 000, mais probablement avec 15 qui ont le même profil sur le même sujet, etc. On en fait vraiment des coupes assez pointues qui peuvent être sur la personnalité, sur le type de job, sur le type de mission menée, sur le type d'expertise, etc. Et donc, oui, il y a 12 000 personnes, mais au moment où on a une mission, en fait, il n'y a que 15 personnes qui sont éventuellement en compétition avec vous, et il y en a 10 qui sont pas dispo, donc on s'est réduit à 5 et on en présente 2. Donc, en fait, le 12 000 nous permet juste, vis-à-vis du client, d'être très précis par rapport à ses demandes et de pas devoir forcer le pied dans la chaussure. Possibilité d'exécuter une mission auprès d'un client d'un domaine concurrent de la mission précédente. Euh, Déjà, ça se passe extrêmement rarement. Il faudrait un alignement de planète extrême, sauf si vous êtes un super expert d'un secteur et qu'il n'y a que là-dessus qu'on vous demande. Et puis, il est assez rare d'avoir des sujets de conflit enfin, de concurrentiels. J'ai envie de dire, on en parlera le moment venu. C'était très, très rare. Oui. Il y a deux questions complémentaires. La première d'Éric Poirier. Assistez-vous les managers de transition pour évaluer leur TJM en fonction du client et du secteur? Et Basile, juste en dessous, qui dit quelle est votre marge sur le TJM facturé? Alors, enfin, évaluer le TJM en fonction des différents trucs, on dirait pas en fonction de. C'est-à-dire que moi, j'aide tous les managers que je reçois en premier entretien à fixer un TJM, éventuellement une toute petite fourchette, mais globalement, c'est composé à la fois de ce que vous donnez comme formule mathématique entre le brut et le TJM, mais aussi d'une réalité de marché. Moi, en général, quand je suis avec un manager la première fois, je dis, ben voilà, donc vous êtes à mon avis entre 1000 et 1100, mettez-vous à 1100, ça passera, compte tenu du marché, compte tenu du type de job et du type d'entreprise que vous visez. Parce que vous visez une PME, il faut être plus bas, un gros groupe, vous êtes plus haut, etc. Donc, en général, vous arrivez sur un chiffre et puis il n'y a pas de raison d'en bouger beaucoup. En revanche, si vous êtes à 1000, vous serez probablement vendu à 1400, 1500. Ce qui vous donne une idée du taux de marge. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas de la marge, c'est les honoraires du cabinet. Et donc, ça représente une marge entre 30 et 35%. Ok, donc, je vous ouvre le capot, je vous donne tout. Mais ce qui veut dire que si vous vous présentez en direct vers ce même client, il était prêt à payer 1400, 1500 avec EIM. Donc, si vous vous présentez en direct, présentez-vous à 1300. Donc, votre TJM vis-à-vis d'un cabinet de management de transition peut être de 1000. C'est le bon positionnement. Mais Hmm. par ailleurs, dans une mission que vous auriez en direct, vous pouvez peut-être vous présenter à 1300, 1350. Et si vous faites du conseil, là, sky is the limit. C'est en fonction de la problématique, en fonction de ce que vous apportez, de votre rareté, c'est à vous d'évaluer. Vous pouvez aller monter beaucoup plus haut. J'espère que ça répond à la question. Ouais. Et Christophe Etienne te demande si la marge sur le TJM est différente, si c'est le candidat qui t'apporte sa mission et qui cherche un porteur. Ah ben, on n'est pas une boîte de portage. Donc, si vous avez une mission que vous avez trouvée,
foncez chez des boîtes de portage. La boîte de portage, ça prend 7% 7% de la facture, mais c'est limité à, en général, 600 ou 700 euros. Ce qui, rapporté à des tarifs de comité de direction, enfin des tarifs de personnes qui sont à 1000, 1500, etc., tombe à un pourcentage qui est finalement en réel de 2 à 4%. Voilà, c'est à peu près ça la marge de portage quand vous êtes dans des niveaux comme les autres. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, on n'a rien à voir avec le portage. Le portage, c'est un des intermédiaires. Encore une fois, le manager de transition, soit il a sa boîte, et dans ce cas-là, on sous-traite une partie de la mission, Oui. soit il n'a pas sa boîte, et dans ce cas-là, on passe par une boîte de portage qui salarie le manager. C'est ça le triptyque. Et ensuite, on met le manager de transition à disposition du client. C'est un triptyque entre le client, le manager et nous. Mais en tout cas, on n'est pas une boîte de portage et on n'a pas vocation à l'être. Et je rajoute un point, quand on ne vous conseille pas de boîte de portage et on ne prend aucune marge arrière, à la différence d'autres cabinets, UIM n'a jamais pris une marge arrière sur du portage salarial et on ne le fera pas. Ok, on va terminer par la dernière question avant de poursuivre. Êtes-vous référencé dans certaines sociétés? Est-ce que tu as des accords cadres dans certaines sociétés? Demande Valérie Seguin. Non, on ne passe pas par des accords cadres, ça ne nous intéresse pas. Oui. Mais par contre, on a certains clients très réguliers, très récurrents, avec lesquels on bosse beaucoup, mais on ne signe pas d'accord cadre et on ne répond pas à des appels d'offres. C'est pas du tout le positionnement de UIM. Enfin, et juste, si vous devez retenir un truc, l'objet, c'est pas EIM, c'est Management en Transition, mais EIM est un cabinet là où d'autres sont des entreprises. Et ce que ça veut dire, c'est que le cabinet, c'est des relations entre les associés et les managers très directes, très transparentes et très artisanales. Enfin, on a beau avoir des très beaux process, l'ensemble de la relation est très désindustrialisé volontairement. Et c'est un des points importants. Et on a peut-être une croissance qui est limitée par ça, mais on fait des missions beaucoup plus belles. Ok. Merci Florent pour toutes ces explications et tes réponses aux questions qui ont été nombreuses et parfois pas Généralement, le discrètes. MT se fiche de ce sujet qui vous regarde avant tout. C'est de quoi on parle? Marc Pardon? Zerdel. Il y a une question là. qui avait- J'aurais bien répondu. Ok, en tout cas, moi j'ai bien apprécié l'idée que tu as, enfin l'idée ce que vous mettez en œuvre chez IEM, c'est-à-dire pour les rapports hebdo, le fait de demander au manager de transition de faire simplement un mail avec trois bullet points sur ce qu'il a fait cette semaine et trois autres sur ce qu'il va faire la semaine suivante. Ben, ça permet au Et au manager de client, transition hein. de se poser et de réfléchir un petit peu à ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, premièrement, mais surtout, ça n'est pas contraignant et c'est pas un doc de Ouais. formulaire à renseigner, c'est light. Et c'est vers le client. C'est pas nous que ça intéresse. C'est pas venir au rapport vis-à-vis de Oui, nous. C'est oui, oui, vis-à-vis du client uniquement. tout à fait. Ben, Très bien. Écoutez, merci pour votre attention et j'espère qu'on a pu on va vous renseigner. terminer. Merci Et vous Florent. êtes tous bienvenus naturellement chez EIM. Pour ceux qui ne sont pas encore connus, vous serez certainement reçus par quelqu'un, que ce soit moi ou un de mes associés. Ça revient au même. Merci beaucoup Florent. On va terminer par quelques informations, dont une qui va intéresser tout le monde, ceux qui sont encore présents, puisque il y a une surprise que tu as voulu nous faire. Allez, on continue et on termine cette séquence par les prochains événements du cercle et justement ce que tu vas nous offrir. Allez, les prochains événements du cercle, vous les avez à l'écran. Ce sont dès demain à 12h30, un webinaire mensuel que l'on fait depuis presque 2 ans déjà. Vous êtes cadre, changez, devenez manager de transition. Ça, c'est plutôt à destination des cadres dirigeants qui veulent arriver sur cette activité du management de transition. Le 18, la séance numéro 33 déjà du cercle VIP, un cercle d'une vingtaine de managers de transition de haut niveau qui reçoit chaque jeudi, ou plutôt un jeudi sur deux, en matinée, eh bien, un cabinet qui pitch, qui s'auto recommande. Voilà. Le 22 septembre, lundi prochain,
Prospecter le marché direct, c'est aussi ça, hein, le management de transition. Il y a une partie des missions qui nous arrivent par des entreprises de management de transition comme EIM, et puis une partie aussi qui est négociée entre les managers et les entreprises en direct. Comment optimiser sa prospection, ça c'est la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, je vous invite vraiment à ce webinaire-là par un certain François Fourier qui est une perle sur l'IA. Il va nous dire en une heure, bien condensée, eh bien, toutes les innovations qui ont eu lieu dans ce domaine depuis 12 mois et qui vraiment sont assez incroyables. Voilà, je vous invite vraiment. D'ailleurs, on doit avoir dans le chat, si Tiana a pu le faire, les liens qui vous permettent de vous inscrire à ces webinaires. N'hésitez pas, bien sûr. Allez, on passe, Florent, euh, à la surprise que tu nous fais, puisque pour ceux qui sont encore là, et vous êtes très nombreux, eh bien, EIM nous fait un cadeau, une surprise. EIM vous offre, les amis, trois abonnements annuels au cercle. Merci, merci Florent, c'est très aimable à toi et les heureux gagnants en seront ravis. Alors, on va faire un tirage au sort parmi les participants de ce webinaire. Il y a Tiana qui va m'indiquer le nombre de personnes qui sont à peu près présentes encore à cette heure-ci, ou qu'il était encore il y a un quart d'heure. Parce que comment va se faire ce tirage au sort parmi les participants à ce webinaire? Eh bien, euh, Florent va choisir trois numéros qu'il va choisir, Florent, entre 1 et 130. Voilà, les trois numéros vont nous permettre demain matin de checker la liste numérotée des participants qui sera produite par Zoom, hein, voilà, et on ira voir les trois lignes avec les trois numéros que tu nous donneras. On prendra contact avec vous trois par téléphone. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous le serez dès demain, grâce à EIM. Merci, merci Florent. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, votre paiement sera suspendu 12 mois grâce à EIM, encore et toujours. Voilà, Florent, avant de passer au sujet suivant, voilà, quel est le... D'abord, merci, merci, merci encore. Quels sont les trois Ouais, chiffres pour cette que tu veux idée. mettre en exergue et qui vont nous servir demain matin à trouver les 3 euros gagnants entre Alors, 1 et 130? les trois chiffres, moi j'ai pris 32 parce que c'est le nombre de bureaux de EIM. 32, d'accord? Le 38 parce que EIM a 38 ans. Très bien. Et on est des vieux et 90 parce que on a 90 consultants dans la boutique. D'accord. Dont je fais partie. Voilà, on fait tous le même métier. Très très bien. Bah, écoutez, on ira voir, merci. On ira voir demain matin qui se trouve sur la ligne 32, 38 et 90. On appellera les trois personnes en question et on les nommera si elles en sont d'accord dans un post que l'on mettra en ligne sur LinkedIn mercredi matin. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Encore merci Florence, c'est très sympa. Je Merci à vous. pense que les trois euros gagnants seront ravis. On termine par, je n'ai pas voulu rester en reste, si tu veux. Donc voilà, j'ai le cercle aussi en cette rentrée. Et parce qu'on est le 15 septembre, eh bien, vous offre 15%. Allez, sur tous ces abonnements. C'est valable à quatre conditions. D'avoir participé à ce webinaire, bien sûr, vous êtes là. D'être parmi les 15 premiers à souscrire. Voilà, j'aime bien le chiffre 15, vous l'avez remarqué, hein, voilà. 15 septembre, 15%, 15 premiers. Validité non pas de 15 jours, mais de 3 jusqu'à vendredi. Et puis le code à utiliser, c'est le cercle 15. Alors je sais bien que certains auraient préféré que nous soyons le 30 septembre plutôt que le 15, mais c'est ainsi. On est le 15, donc 15%. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Prenez bien note de ce qui est là. Je pense qu'on va terminer par, euh, par une conclusion, Florent, qui va être, j'arrête le partage, mais qui va être simple et rapide, puisque je voulais te remercier grandement au nom de tous
ta participation, ta clarté, ta concision dans les réponses apportées et dans les propos préliminaires, bien sûr.